Tu vois ces dessins à l'écran, ces silhouettes qui dansent, ce bébé ou même ce chien. Ce cher Kissaring, si tu connais pas son nom, tu as forcément déjà vu son travail quelque part. Sur des t-shirts, en Lego, sur du shampoing et même sur des caleçons. C'est impossible d'échapper à un produit estampillé avec sa signature. Il est partout. Peut-être un peu trop partout. En 2017, une de ses œuvres, Untitled, s'est vendue à plus de 6,5 millions de dollars chez Sotheby's. Kissaring est populaire sur toute la planète. Et j'ai envie de dire, plutôt pas mal pour un street artiste sans prétention qui à la base faisait juste des dessins à la craie dans le métro de New York. Mais c'est bien connu, avec le succès, tu attires les critiques. Tu peux pas être un génie sans susciter la controverse. Et si pour certains ce mec est l'artiste incontournable qui a réussi à faire sortir l'art des musées pour le rendre accessible, pour d'autres c'est tout l'inverse. Certains disent qu'il dessine comme un enfant, qu'il n'a aucun talent technique, que ce qu'il fait est à la portée du premier venu. En gros, que c'est un artiste totalement surcoté et que son nom est transformé en marque commerciale. Bref, en dépit de son succès, Kissaring est bien loin de susciter l'unanimité. Alors je me demande si ce mec est un génie de la peinture ou bien une immense imposture marketing. Est-ce que c'est un opportuniste qui a réussi à profiter des failles du système pour encaisser un maximum d'argent? Eh ben, c'est ce qu'on va voir ensemble. Honnêtement, quand tu regardes ces dessins vite faits, les puristes de l'art ont de quoi être en sueur, je les comprends. Haring est à des années-lumière de l'image du grand maître de la peinture. C'est pas un virtuose au sens académique. Dans les années 80, au moment où Haring débarque sur le marché, la peinture qui a vraiment de la valeur aux yeux du monde de l'art, c'est celle de la gravité. C'est l'époque du néo-expressionnisme. Les stars s'appellent Schnabel ou Kiefer. Pour être pris au sérieux, la toile doit être un champ de bataille. On veut du tourment, de l'épaisseur, des formats qui t'écrasent. C'est l'héritage de siècles d'histoire de l'art qui pèse sur les épaules des peintres. Un dogme bien ancré, l'idée que l'art doit être le fruit d'une souffrance, d'une lutte acharnée avec la matière. Le grand maître, c'est celui qui prouve sa valeur par le labeur et la virtuosité, même si c'est parfois tellement perché qu'on n'y comprend rien. Et aujourd'hui, au fond, ça n'a pas vraiment changé. Plus ça a l'air compliqué, plus ça a l'air sérieux. Et lui, face à ça, il fait quoi? Des traits ultra basiques, des personnages répétés à l'infini, des formes tellement simples qu'un enfant de 6 ans pourrait faire la même chose. Bref, quelque chose qui a l'air presque trop facile. Visuellement, ça ressemble à tout sauf à ce qu'on imagine être de la grande peinture. Et le problème s'arrête pas à la forme, parce que non seulement ça a l'air super simple, mais le fond semble lui aussi superficiel. Des bonhommes qui dansent, des bébés, des chiens, des silhouettes qui bougent dans tous les sens. Tout semble suspecter une immense imposture artistique. Difficile au premier regard d'y voir la profondeur d'un artiste qui va marquer son époque. Mais là, on touche un point sensible. Je pense qu'il ne faut pas confondre valeur artistique et performance technique. Est-ce qu'on est un vrai peintre parce qu'on maîtrise les règles de la perspective et qu'on sait dessiner une ombre parfaitement bien placée? Est-ce que la valeur dépend uniquement du nombre d'heures passées à transpirer sur un chevalet? Bah non, ça marche pas comme ça. Être un artiste, c'est pas juste savoir dessiner, peindre, chanter ou écrire. Sinon, ça serait trop facile. Il suffirait d'aller à l'école pour ça. Et jusqu'à preuve du contraire, tous ceux qui ont fait les beaux-arts, ils sont pas devenus des grands artistes. Être artiste, c'est proposer un regard sur le monde, susciter une émotion, transformer une réalité, stimuler l'imaginaire, prendre des risques quoi. Des fois, j'ai l'impression que la simplicité, c'est vraiment quelque chose qui est associé à l'absence de talent. Pourtant, si la technique peut servir une œuvre, est-ce qu'elle suffit à lui donner du sens? Tu vois par exemple, Jean Cocteau a écrit en 1918 dans son ouvrage Le Coq et l'Arlequin, en art, toute valeur qui se prouve est vulgaire. Il défend l'art instinctif et authentique contre les démonstrations rationnelles ou techniques. Ce que je veux dire par là, c'est que la technique, c'est pas inutile, mais c'est peut-être pas le plus important. Regarde, dans un film, tu peux mettre tous les effets spéciaux de la Terre, une exécution parfaite. Si l'histoire, elle tient pas, le film, tu le trouveras nul. Kissaring, il se cache pas derrière un savoir-faire technique pour justifier sa raison d'être. D'ailleurs, il utilise de la craie et des feutres, et ça c'est pas pour rien. C'est pour s'opposer à la noblesse de la peinture à l'huile. Il cherche pas à impressionner, mais à impacter. Il a trouvé un style qui lui permet d'être immédiatement identifiable et puissant. Alors pourquoi rajouter du superflu qui viendrait brouiller son message? Et justement ces messages, parlons-en. Faut pas oublier qu'on est à New York dans les années 80, et rien que ça change tout dans la perception. Il émerge pas n'importe où et n'importe quand. Il évolue au cœur d'une scène devenue mythique. C'est le downtown new-yorkais. Un mélange de clubs, de performances, de drague, de musique, où tout le monde finit par croiser tout le monde. Il passe ses soirées au club 57 avec ses potes Andy Warhol et Basquiat.
Oui, j'ai bien dit Andy Warhol. En 1983, c'est lui qui dessine la pochette du disque de David Bowie. Pour que tu imagines un peu sa vie, en 1984, il organise une big soirée pour son anniversaire au Paradise Garage. Et tu sais qui va monter sur scène pour la toute première fois de sa vie? Madonna. Oui, oui, Madonna. À l'époque, elle était inconnue, et voilà qu'elle monte sur scène dans une tenue qu'il a peinte pour elle. Alors certains disent qu'il était juste au bon endroit, au bon moment. Ou alors visionnaire, c'est une question de point de vue. Mais le truc qu'on connaît moins, c'est l'envers du décor. Le New York des années 80 qu'on a un peu tendance à fantasmer, c'est pas juste ce qui brille et la naissance des icônes pop. Derrière les paillettes et la fête, c'est l'urgence. La ville est en feu. C'est la crise. Les immeubles sont délabrés ou effondrés. Des quartiers entiers sont ravagés par la drogue. Le crack circule partout, les gens vivent dans la misère. Et ces sujets, Haring ne les regardait pas de loin, il les vivait de l'intérieur. Et comme si ça suffisait pas, une épidémie qui décime tout sur son passage, le sida. À l'époque, on l'appelait même le cancer gay. Et pendant ce temps-là, à la Maison Blanche, dirigée par Ronald Reagan, on est dans le déni. On minimise le sujet et on le traite un peu comme un problème marginal. Sous couvert d'homophobie et de stigmatisation, les autorités sont carrément inactives. Mais autour de Haring, c'est l'hécatombe. Des anciens amants, des potes de soirée, des artistes, ils meurent tous sous ses yeux. Alors pour faire entendre sa voix, il utilise sa meilleure arme, la plus efficace, son trait. Si tu grattes un peu, tu vois que derrière son trait simple, il y a des sujets lourds. Le sexe, les discriminations raciales, l'homophobie, la violence sociale. Il prend des sujets qu'on préfère cacher pour les afficher en plein jour sous les yeux des passants. Et pour frapper vite et fort, son style, c'est un gros avantage. Par exemple, tu vois, ça c'est le Radiant Baby, un des symboles les plus connus de Keith Haring. Ce bébé à quatre pattes, entouré de rayons, incarne à la fois l'innocence, la vie, l'énergie et l'espoir. Il est mignon, hein? Sauf que lorsqu'il le met dans les compositions plus dark, il parle plus seulement d'enfance et de joie. Il parle de notre vulnérabilité, ou même l'avenir de la société. Et il y a ce chien-là, il a presque l'air cool en vrai. C'est le Barking Dog. Sauf que tu sais pourquoi il aboie? C'est parce qu'il évoque l'autorité, le pouvoir agressif, la menace sociale et politique. Il existe pour créer une tension et te faire ressentir l'urgence. Alors oui, on peut dire on dirait des dessins d'enfants. Et d'une certaine manière, c'est pas faux. Il a un point commun avec les gosses. Il s'exprime de manière directe. Sa simplicité, c'est une stratégie. Il simplifie pour frapper plus fort. Et ça marche. Son travail marque les esprits et est reconnaissable au premier coup d'œil. En dessinant dans le métro, c'est des centaines de milliers de personnes qui ont vu ses dessins chaque jour. Il interpelle pour son côté rebelle sympathique. Il racontait souvent avec amusement que certains policiers étaient en réalité ses plus grands fans et lui demandaient des autographes après l'avoir menotté. On raconte qu'il pouvait faire plusieurs dizaines de dessins dans une journée, genre 30-40 dessins par jour. Du coup, son message se propage à une vitesse folle. For everybody, I guess. I mean, I don't get paid to do it, but you can do it down here so lots of people can see it. Mais on lui reproche d'être passé très vite, peut-être trop vite, du métro aux galeries. 2 ans après ses premiers dessins, on est en 1982, il décroche sa première expo solo à la Tony Chaffrazy Gallery. Et c'est un immense succès. Avec lui, c'est tout un mouvement qui change de statut. Il attire un nouveau public qui n'aurait certainement jamais poussé la porte d'une galerie. Il déplace les frontières de ce qu'on considère comme être digne d'entrer dans l'histoire de l'art. Son ascension est fulgurante. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas resté très longtemps dans la rue. De l'extérieur, on peut se dire qu'on est loin de l'esprit graffiti, de la contestation et des revendications qui font l'essence du mouvement hip-hop. Il n'était pas un vrai graffeur pour les puristes du Bronx. En très peu de temps, il réussit à faire rentrer une certaine esthétique de la rue dans les galeries. Et c'est une partie de son ADN qui s'envole. À partir de là, il devient un produit culturel. Il devient exactement ce qu'il critiquait. Donc au final, Haring accepte d'être récupéré par le système qu'il semblait contourner au départ. Il passe du gentil rebelle au faux rebelle. Et le plus troublant, c'est qu'il ne se contente pas d'être récupéré. Il organise lui-même cette récupération. Je t'explique. Keith Haring est tiraillé. D'un côté, le marché de l'art s'envole, ses toiles s'arrachent à prix d'or. Quand il signe un autographe, il se demande si la personne est vraiment là pour son art ou pour s'empresser d'aller vendre le bout de papier et en tirer des dizaines de milliers de dollars. Always, I used to go to openings and I would make drawings for hundreds of people. Yeah. And now it makes me think twice because people take the drawing and they're selling them for that much money now. It's crazy. So you don't know if when you sign something, they want it because they really want it or if they're just thinking of money. Et la spéculation autour de ces toiles, c'est vraiment insupportable pour lui. Ça le contrarie profondément, vraiment. I Too think much, the you art think? market is completely crazy Yeah. right now. I mean, it has no balance. balance to Yeah. what the real value Yeah. of something is. You know? Depuis le début, il croit que l'art doit être accessible.
que ça doit pas être réservé qu'aux collectionneurs et à l'élite. Alors il a une idée. Quelque chose d'inédit et qui va bousculer à jamais les codes de l'art. Pourquoi ne pas ouvrir son propre magasin? Un endroit où ces images sortiraient des galeries pour revenir dans la rue, dans les mains des gens et à des tout petits prix. Et pour l'encourager dans sa démarche, il peut compter sur son ami Warhol qui le soutient à 200%. En 1986, il ouvre Pop Shop au 292 Lafayette Street dans le quartier de Soho à Manhattan. Des pins, des affiches, des t-shirts, tout le monde peut maintenant s'offrir du Keith Haring. La boucle est bouclée, c'est ça le paradoxe. Il ne vend pas son âme au système, il reprend le contrôle. Yeah, and anyway, for me, the shop is in keeping exactly with what I did in the subway. You know, I mean, if I wouldn't have done the shop and been elitist and just an expensive painter, then I think that would have been more wrong than to make the things available. Mais ses détracteurs ne le voient pas sous le même angle. Ils se demandent si on parle encore d'un artiste ou d'une machine commerciale. I mean, to me, it's all one and the same thing. I mean, to me, the Pop Shop is part of Keith Haring. Pourtant, la fondation Keith Haring indique que les profits générés par le magasin sont reversés à des causes liées aux enfants, l'éducation et le sida. Des causes qu'il défend depuis le début. Mais ça, il s'en cogne les puristes. Avec le Pop Shop, Keith Haring vient de désacraliser l'acte artistique. Probably had some effect on the prices of the art market. Et c'est peut-être là que tout se joue. En mettant ses œuvres entre les mains du public, Haring ne les rend pas seulement accessibles, il construit un héritage. Ces images s'installent dans le quotidien, s'ancrent dans le paysage visuel. Tout ce climat participe à le rendre incontournable et inoubliable. Et quand il meurt à 31 ans, en pleine crise du sida, sa trajectoire prend une dimension tragique, celle des légendes parties trop tôt. Son époque, son entourage, son destin, on peut se demander à quel point ça amplifie la valeur perçue de son travail. Est-ce que son mythe n'a pas fini par prendre le dessus sur son œuvre? Un imposteur peut tromper son époque, mais il la traverse rarement. Keith Haring, c'est pas juste un buzz. Un buzz, ça explose et ça retombe. Le vrai génie de Keith Haring réside peut-être dans le fait d'avoir su créer une signature qui lui survit. Plus de 30 ans après sa mort, il est encore partout. Les gens portent fièrement des fringues à son effigie et les marques se l'arrachent. Ces images continuent de circuler et c'est ça qui est fascinant. Je sais même pas si les gens ont conscience des messages qu'ils portent sur eux et de toute l'histoire qui se cache derrière. Peut-être qu'ils les portent juste parce qu'ils les trouvent cool au premier regard. Perdurer dans le temps, c'est pas une preuve absolue qu'on n'est pas un imposteur. Mais au fond, ça dit quand même quelque chose. Son langage reste assez fort pour traverser les époques, changer de contexte sans perdre totalement de sa puissance. Cette durée ne prouve pas tout, mais elle oblige à regarder son œuvre autrement que comme une simple mode. Keith Haring a ouvert la voie à une génération d'artistes décomplexés. Je vais te raconter une petite anecdote perso. Je fais partie de ces artistes-là. C'est lui qui m'a donné envie de peindre sur les murs. Je m'en cache pas. J'assume mes formes simples, ma spontanéité et mon manque de technique académique. Quand j'ai commencé à peindre, assez rapidement, j'ai entendu des phrases du genre Ah, ce que tu fais, ça me fait penser à l'américain, là, tu sais, le mec, là, qui faisait les bonhommes. » Et je répondais Keith Haring ? Oui, c'est ça. Les toutes premières fois, j'avoue, ça me faisait kiffer. Je pense que ça devait un peu flatter mon ego de toute jeune artiste. Mais à force de l'entendre, parce que oui, je l'ai vraiment entendu souvent, j'ai voulu comprendre. Pourquoi toujours me comparer qu'à lui et pas à un autre? Et petit à petit, c'est devenu évident. Ces images ont tellement circulé et sont tellement connues de tous qu'elles ont réussi à influencer tout un public. J'ai même entendu un jour dans un festival « Tu fais du Keith Haring ». Comme si le type avait tellement marqué les esprits qu'il avait gagné le monopole du genre. Et même si moi je sais que ce que je fais c'est différent, que je m'en détache, dans l'inconscient collectif il incarne à lui seul un mouvement. Il est hors catégorie. Alors finalement, je me demande si la question c'est vraiment de savoir si Keith Haring était un génie de l'art ou un roi du marketing. Mais plutôt pourquoi un artiste dérange autant quand il devient trop visible, trop accessible et trop aimé. Finalement, est-ce que ses détracteurs lui reprochent d'avoir su toucher les cœurs ? Est-il jugé coupable d'être populaire ?